Bonsoir, je m'appelle Jean-Yves Parent, je suis le président de la Société d'histoire du Témiscamingue. Ça fait déjà 12 ou 13 ans que personne d'autre va avoir la job. Ce soir, je vais vous parler de l'histoire de la Société d'histoire. Depuis quand ça existe jusqu'à aujourd'hui, et puis qu'est-ce qu'on fait, nous autres, à la Société d'histoire. Puis si en cours de route, vous avez des questions, vous m'arrêtez, vous posez la question, puis des fois, j'oublie mon texte, puis je parle dans d'autres choses, mais j'essaie quand même de m'en tenir à mon texte pour pas trop vous mélanger, puis me mélanger. La Société d'histoire du Témiscamingue a commencé en avril 1949. Fait que ça va faire 69 ans au mois d'avril que la Société existe. Et pendant tout ce temps-là, il y a toujours eu des activités, même si des fois c'était juste une conférence ou des affaires de même. Mais il y a toujours eu, au cours des années, des choses qui ont existé. La Société d'histoire, sa mission, c'est de protéger l'histoire et d'acquérir de la documentation pour qu'on la conserve, pour que les générations futures puissent venir fouiller dans ce qu'on a pour savoir, en 1942, il s'est passé telle chose, en 1985, il s'est passé telle chose. Et beaucoup de gens viennent nous voir chaque année pour fouiller dans les archives. Des fois, quand une municipalité va fêter son 100e anniversaire, bien là, ils s'en viennent chez nous pendant 2-3 mois, puis là, ils fouillent pour trouver des vieilles photos, puis des textes relatifs à l'histoire de leur municipalité. Il y a des gens qui écrivent un livre sur leur famille, bien là, ils viennent fouiller pour trouver en quelle année que le grand-père s'est marié, puis en tout cas, toutes ces choses. Donc, ils vont venir chez nous pour trouver tout ça. Et aussi, on diffuse l'histoire, c'est-à-dire qu'on fait comme ce soir, on se promène, puis on trouve des sujets pour discuter d'histoire de la région. Et on cherche aussi des conférenciers pour qu'ils puissent parler. Donc, en règle générale, on essaye de trouver des gens qui ont vécu le moment dont ils veulent parler. Par exemple, lorsqu'on a parlé de la navigation sur le lac Témiscamingue ou sur le lac des 15, bien, on a fait venir un monsieur qui était en Nouvelle-du-Nord, puis lui conduisait le bateau, dont j'ai oublié le nom, là, qui est pas le Draper, mais l'autre, le Murer, qui venait jusqu'ici. Bien, lui, pendant des années, il a fait ça. Donc, il est venu nous parler, mais il l'avait vécu, ça. Aujourd'hui, bien là, on a de moins en moins de ces gens-là qui l'ont vécu. Donc, ça prend des gens qui vont fouiller pour pouvoir raconter ce qu'ils ont le vécu des autres. La mission qui s'était donnée, c'est actuellement, on a, en 2017, on avait 545 membres. Donc, c'est des gens qui, année après année, mais ils s'en rajoutent toujours parce qu'il y en a qui décèdent puis il y en a qui s'en vont. Mais on a autour de 500-550 personnes qui sont membres de la Société d'histoire, qui donc, ils payent leur cotisation. Puis c'est en partie avec ça qu'on vient à bout de survivre. Avec la Société d'histoire, on a une archiviste à plein temps qui travaille pour nous autres à la Société. Alors, on est situé au sous-sol du palais de justice, juste à côté des cellules. Mais il y a une porte entre les deux pour pas qu'on puisse leur parler. Mais on est situé vraiment au sous-sol du palais de justice depuis plusieurs années. Et c'est là que les gens peuvent venir nous voir pour fouiller et aussi demander l'aide de l'archiviste. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, bien, vous pouvez communiquer avec l'archiviste, soit en lui envoyant un courriel ou via la page Facebook ou notre site web, puis vous dites, bien, moi, je suis à la recherche de telle chose. Elle va vous répondre, je ne l'ai pas, le renseignement, ou je l'ai, puis le voici, puis elle vous l'envoie, le renseignement. Les renseignements qu'on vous donne, c'est gratuit. Ça fait partie du service offert par la Société d'histoire. Il y a quelques services qu'on va charger. Par exemple, si vous demandez des copies de photos, à ce moment-là, on va vous charger pour faire des copies. Là, je pense que c'est 50 cents des photos, mais c'est vraiment minime ce qu'on charge.
Le premier objectif, en 1949, que les fondateurs de la Société d'histoire avaient, c'est qu'ils voulaient sauver la maison du frère Moffett. Bien, dans ce temps-là, on appelait ça la maison du colon. Cette maison-là appartenait aux Oblats. Et puis, les Oblats voulaient s'en débarrasser parce qu'elle ne servait plus à rien. À l'époque, la maison, en 1949, était située derrière l'école normale, où est aujourd'hui la MRC, l'édifice de la MRC. Donc, la cabane était là, puis elle servait de remise pour les outils. Fait qu'elle était après se détériorer, ça qu'ils avaient dit, eux autres, bon, on va la détruire. Et le premier objectif de la société, c'était ça. Donc, en 1949, ils ont fondé la société, puis en 1950, ils ont acquis la maison, puis là, on l'a déplacée très, très souvent avant de la placer de façon définitive là où elle est aujourd'hui, puis elle sert de centre d'interprétation de la partie historique 1880-1920. Donc, cette partie-là là, de la vie du Témiscamingue. Les fondateurs. Les fondateurs de la Société d'histoire, ils sont quelques-uns. Il y avait le père Lambert. Le père Lambert, c'était un oblat qui était vicaire à Ville-Marie. Et ça venait de Saint-Basile-le-Grand. Il a été vicaire à Ville-Marie de 1901 jusqu'à son décès en 1955. Il a été. Puis chaque fois qu'ils voulaient l'envoyer ailleurs, parce qu'il faut qu'ils obéissent, eux autres, quand ils ont un vœu d'obéissance, mais lui, il ne voulait pas. Fait qu'il trouvait toujours une façon de rester au Témiscamingue. C'était un homme, comment je dirais ça? D'abord, physiquement, il avait trop une grande barbe blanche. Et puis, c'est lui qui a fondé la paroisse de Laniel. Parce que dans le temps, à Laniel, il y avait une chapelle. Puis c'est lui qui desservait les résidents de Laniel pour la messe du dimanche et tout ça. Et il s'occupait aussi, il était aumônier à la prison. Parce que dans le temps, il y avait une prison à Ville-Marie. Là, il n'y en a plus, mais il y avait une cinquantaine de détenus dans ce temps-là. Alors, c'est lui qui servait d'aumônier pour les détenus de la prison de Ville-Marie. Puis c'était un gars qui faisait de la pyrogravure, il composait de la musique, il chantait, il avait une voix très, très forte et très belle voix. On disait même qu'il aurait pu faire carrière comme chanteur professionnel. Un autre des fondateurs, c'est Monseigneur Moreau. Le curé Moreau, lui, ça vient de la région de Bécancour, en face de Trois-Rivières. Il est décédé, lui, à Ville-Marie en 1960. Donc, il est arrivé en 1914 au Témiscamingue. C'est le fondateur de la paroisse de Nédelec. C'est lui qui a fait bâtir l'église, tout ça. Puis il était là pendant qu'il y a eu le grand feu de Haileybury là, en 1922. Ce feu-là qui a fait beaucoup de morts du côté ontarien, là. Mais aussi il en a fait un ou deux du côté du Québec. Puis le feu s'était divisé en deux. Une partie s'est en allée à Notre-Dame-du-Nord, puis l'autre partie s'est en allée à Nédelec. Et le feu à Nédelec, ça a brûlé toutes les maisons qu'il y avait entre la frontière d'Ontario puis le village. Puis les maisons du village ont toutes brûlé. La seule chose qui n'a pas brûlé, c'est l'église. Puis, à ce moment-là, quand il y a eu le feu, il faisait très, très, très chaud. C'était au mois d'octobre. Mais le lendemain, au cours de la nuit, ça a gelé. Et puis, les gens se sont réveillés avec ça des pets de neige. Fait qu'ils avaient tout perdu, mais ils se sont réveillés dans la neige. Lui, le curé Moreau, après ça, il s'est en allé, il s'occupait des chantiers, donc il allait dire la messe d'un chantier l'hiver. Et puis, il a été curé à Guigues pendant de nombreuses années. Puis il était aussi ce qu'on appelait un missionnaire colonisateur. Quand il y a eu la crise économique en 1929 jusqu'en 37-38, avant la guerre, lui, il allait dans les paroisses au sud, sur la rive sud du Saint-Laurent pour aller chercher des colons pour les amener. C'est comme ça que lui a créé Moffett. La force a été créée aussi un peu dans ce style-là, Rémigny, entre Nédelec et Rouen, il y avait une petite paroisse qui n'existe plus, le nom de Roulier.
Donc, il a créé Roulier aussi. Donc, c'est des gens du Sud qui venaient pour coloniser, puis ils arrivaient, il n'y avait vraiment rien. C'était la forêt. Il fallait qu'ils coupent tout. C'était lui qui était responsable de tout ça. Il était aussi le fondateur des caisses populaires au Témiscamingue. Il était aussi le fondateur de l'UCC. L'UCC, c'est l'Union catholique des cultivateurs. Et c'est l'ancêtre de l'Union de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Donc, lui était un des fondateurs dans ça. Puis aussi un de ceux qui a commencé l'électrification rurale en 1945. Parce qu'en 1945, il y avait ici à Témiscamingue, les gens avaient l'électricité, pas à Kipawa. Puis quand on monte vers le nord, il y avait Ville-Marie qui avait l'électricité, pas la campagne autour de Ville-Marie. Lorrainville, le village en avait, mais pas. Puis ailleurs, il y avait Belle-Terre qui en avait. À part de ça, il n'y avait personne qui avait l'électricité. Donc, en 1945, c'est lui qui a parti la coopérative d'électricité du Témiscamingue à Guigues pour que les gens aient l'électricité. Un autre des fondateurs, c'est Augustin Chénier. Lui, il est plus connu. D'abord, il y a un édifice à Ville-Marie qui porte son nom, c'est la salle Augustin Chénier, où il y a la galerie du Rift. Il est né à Ville-Marie. C'est un musicien. Il a monté des opérettes, parce que dans le temps, la télévision n'existait pas. Puis les gens ne pouvaient pas sortir trop pour aller voir des spectacles. Fait qu'il a monté des opérettes au sous-sol de l'église à Ville-Marie, avec évidemment des artistes locaux. Il dirigeait la chorale. La fanfare, c'est lui qui dirigeait la fanfare aussi. Lui, c'était l'archiviste pour le gouverneur provincial au bureau des enregistrements qui était au palais de justice à Ville-Marie. Son métier, c'était ça, l'archiviste. Il a été président de la Chambre de commerce en 1927. Il a fait un tas de choses. C'est un des fondateurs du poste de radio CKVM. Puis il a aussi écrit quelques livres sur l'histoire du Témiscamingue, dont les notes historiques. Un autre membre fondateur, parce qu'il était 5, c'est le docteur Jean Savoie. Lui, le docteur Savoie, c'est un vétérinaire. Ça venait de la région de Montréal. Il est arrivé au Témiscamingue en 1942. En 1942, il s'est tout de suite impliqué beaucoup dans la collectivité. Il a travaillé pour fonder le poste CKVM. Il travaillait à la Chambre de commerce. Lui, il était, en plus d'être vétérinaire, il était à on appelait ça que je me retrouve, à l'unité sanitaire. À l'unité sanitaire, c'est là que les dentistes se promenaient dans les écoles là, pour arracher les dents, même si tu avais pas mal, puis qui donnaient des piqûres, puis tout ça. Là, fait que lui, il travaillait à l'unité sanitaire. Il n'a pas été longtemps au Témiscamingue parce qu'il est arrivé en 1942. En 1952, il est décédé. Il y a eu quelques tragédies maritimes, des noyades au Témiscamingue. Une des pires, évidemment, c'est dans les années 80 avec les petits garçons de l'école de Toronto, ici sur le lac. Il y a eu aussi, au début du 20e siècle, vers 1901, 1902, un 1er janvier, une famille, la famille Racicot, qui partait de Silver Center, du côté de l'Ontario, pas loin de Haileybury, et qui s'en venaient fêter le jour de l'an chez leurs parents à Fabre. Il y avait un pont de glace, et puis ils s'en venaient en auto, puis on passait à travers la glace, toute la famille est décédée. Et il y a eu aussi, là où le docteur est mort, ce qu'on appelle la tragédie du lac Morens. Le lac Morens, c'est pas loin de Béarn, sur le chemin de pénétration. C'est un groupe de docteurs, c'était à l'Action de grâce en 1952. Il y avait le docteur Godbout, dont la femme était originaire de Témis ici. Il y avait le docteur Morin avec sa femme, il y avait le docteur Savoie avec sa femme, il y avait le docteur Gabouri qui est un dentiste à Ville-Marie, et il y avait aussi M. Chénier qui était là. Fait que, il était parti à ce camp-là pour fêter l'Action de grâce, et je présume qu'on a très bien arrosé le congé. En après-midi, ils ont décidé d'aller faire un tour de bateau. Et le docteur Godbout, le docteur Morin, puis M. Chénier
ils ont décidé, eux autres, de ne pas y aller parce qu'ils voulaient écouter à la radio les séries mondiales de baseball. Fait que tous les autres sont embarqués sur le bateau, puis on ne sait pas ce qui est arrivé, mais le bateau n'est jamais revenu. Et toute la gang se sont noyés, et le docteur Gabory, entre autres, on l'a retrouvé rien que le printemps suivant, quand la glace est partie. Fait que tous ces gens, le docteur Savoie et sa femme, il y avait 2 jeunes enfants, je pense que c'est 4 puis 2 ans. Le docteur Morin, quand sa femme est décédée, je pense que sa fille avait à peu près ça, 2-3 ans. Le docteur Godbout, il avait 4 enfants de 10 ans et moins. Docteur Gabory, lui, Pierre Gabory, son fils, il était médecin au Témiscamingue pendant plusieurs années. Lui, il était déjà aux études à l'université, donc lui, il était plus vieux. Ça, c'est une des 3 tragédies, si on veut, qui est arrivée. Là, je me suis éloigné de mon sujet, là, mais c'est une des 3 tragédies qui est arrivée, dont, au fond, un des fondateurs de la Société d'histoire, le docteur Savoie. Le 5e, c'est le M. Barrette, Roland Barrette. Lui, c'est un agronome. Ça venait de la région de Montréal. Il a étudié à Oka pour devenir agronome. Et il était professeur à l'école Moffett. Parce qu'à l'époque où les étudiants en agriculture allaient fréquenter l'école Moffett, lui, il était un des professeurs là. C'était aussi un chanteur. Et il a travaillé beaucoup pour fonder la Société d'histoire. Fait que ce sont mes fondateurs. Maintenant, les successeurs de ces fondateurs-là ont commencé à recueillir de la documentation au cours des années 50, des années 60, à recueillir de la documentation sur tout ce qui touchait le Témiscamingue. Les gens leur apportaient des photos, les gens apportaient des contrats de mariage, apportaient des lettres que le grand-père avait écrit à la grand-mère, ou même que le père avait écrit à sa femme. On apportait tout. Puis eux autres, ils ramassaient tout. Ils triaient pas ça, ils ramassaient tout. Fait que si ça touchait le Témiscamingue, on mettait ça dans les boîtes. Mais ça n'allait pas plus loin. À ça, ils ont ajouté beaucoup de documentation, des cartes géographiques, et un paquet de choses qui étaient ajoutées. Dans les vieux documents que la Société d'histoire a dans ses archives, il y a une facture de la Compagnie de la baie du Son qui date de 1821. Ça, c'est notre document le plus vieux. Et les plus récents, bien, ça va, des documents qu'on a reçus dans les dernières années, donc des choses de début 2000. Mais on ne refuse jamais, les gens, quand ils viennent nous voir, ils nous apportent de la documentation. Des fois, ce n'est pas pertinent. Alors là, si on le voit que ce n'est pas pertinent, on va leur dire. S'ils disent « j'en veux pas, gardez-les », bien nous autres, on dit « on va voir, si on ne les conserve pas, on les détruit ». Vous êtes d'accord? OK, ils signent, puis ils s'en vont avec. Mais en règle générale, on ramasse tout ce qui touche la vie, le quotidien des gens du Témis. Évidemment, pour accumuler tout ça, à un moment donné, on se ramasse avec beaucoup de stock. Actuellement, dans nos archives, on a 140 mètres, 1 mètre 3 pieds, 140 mètres de boîtes. Boîtes comme des boîtes d'archives comme celle-là. Là. Fait que ça fait 140 mètres dans nos tablettes de documents, de photos qu'on garde. Donc, ça date de 1821 là, à aujourd'hui. On a des cartes géographiques, des plans de bateaux. Ça, on en a au-dessus de 300 dans un classeur spécial pour garder les cartes à plat au lieu de les rouler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a au-dessus de 85 000 photos. Fait qu'il y a des photos. On a même une qui est pas en papier, c'est comme de l'étain ou du plomb. Là. C'est les premières photos qui sortaient et jusqu'aux photos d'aujourd'hui. Et puis, on a d'à peu près 275 heures d'enregistrement audio, donc des conversations qu'on est enregistré des personnes âgées, nous raconter des affaires. Et on a au-dessus de 385 heures de films et de vidéos. C'est des films puis des vidéos qui touchent toujours le Témiscamingue. Des fois, on peut le retrouver un petit peu ailleurs, mais c'est vraiment des choses du Témis. Tout ça, c'est gardé dans notre voûte où c'est protégé.
Et ces documents-là qu'on a, c'est toujours accessible. Quelqu'un veut fouiller dedans, et bien il dit « j'aimerais fouiller dans tel fonds ». On va dire le fonds Moreau. On va aller voir ce que le curé Moreau nous a laissé. On va sortir la boîte, puis il va s'installer une table, puis il va fouiller dedans. S'il a besoin de copies, on va lui faire des copies. Mais les originaux, ça ne sort jamais du local de la société parce que c'est trop fragile. Il y a certains documents qu'il faut mettre des gants en coton pour les consulter parce qu'on a trop de l'huile après les mains, puis souvent ça laisse des taches sur les documents. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous parler de l'agrément. L'agrément, c'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui est responsable de toutes les archives du gouvernement et aussi des documents que les gens vont leur porter. Évidemment, ils sont situés à Québec. Il y a la Grande Bibliothèque à Montréal qui fait partie de ça. À Rouen, il y a une bibliothèque, il y a un centre d'archives qui appartient à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec que vous pouvez aller visiter puis fouiller dedans n'importe quand. C'est sur la rue du Terminus, juste à côté du terminus d'autobus. En 2002, on a demandé à faire partie de cette association-là, d'être agréé par les Bibliothèques et Archives nationales, parce que ça nous permet d'avoir plus de rigueur dans ce qu'on conserve, parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on doit conserver, comment on doit le conserver, si on ne le conserve pas, comment ça doit être détruit, etc. Fait que, puis avec ça, il venait une petite subvention. Fait qu'on avait c'était 29 000 dernièrement qu'on recevait avec cette subvention-là. Les centres privés d'archives reliés à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il y en a 35 au Québec. Quand on est arrivé en 2002, on était les 27e. Et en moyenne, les centres d'archives reçoivent à peu près 31 000 $ par année. Au mois de septembre, la Bibliothèque et Archives nationales nous ont dit, on est rendu à 35 centres d'archives, puis on veut diminuer ça à 25. Ça fait que là, il y en a 10 qui vont prendre le bord. Ça les a gênés d'arriver et de nous dire, bien, vous êtes d'indice, ou d'aller dire à Amos, vous êtes d'indice, ou ailleurs. Ce qui fait qu'ils ont dit à tout le monde, vous ne recevez plus rien. Réappliquer de nouveau. Fait que là, tout le monde, on est obligé d'appliquer, comme la première fois. Puis là, qui va être coupé en bout de ligne, on ne le sait pas. C'est certain que nous autres, si on a une réponse négative, des grosses chances que les services qu'on offre actuellement ne pourront plus être offerts. Parce que, en étant agréé, on est obligé d'abord d'être ouvert 5 jours semaine. On est obligé d'avoir une archiviste à plein temps pour recevoir le public et puis recevoir toute la documentation, puis etc. Et c'est des services qui ne pourront plus être offerts, ou en tout cas vont devoir être offerts différemment. Donc, actuellement, c'est là qu'on est à se battre au niveau de la société pour avoir notre agrément pour les 2 prochaines années, parce que là, ils ont dit, à tous les 2 ans, ça va être à recommencer, à redéposer une demande, puis tu sais, on trouve ça un petit peu bizarre. J'en ai parlé avec le député aujourd'hui, M. Blanchette, puis lui ici, il trouve ça bizarre, mais c'est bien sûr qu'il n'était pas pour me dire qu'il ne trouvait pas ça bizarre, parce que les élections s'en viennent. Mais il va essayer de nous aider. En tout cas, on va voir. Au niveau de l'agrément, ici dans la région, il y a Amos qui a des archives agréées. Il y a Chibougamau. Val-d'Or l'a demandé, il ne l'a pas eu. Rouen ne peuvent pas le demander parce qu'eux autres, ils ont déjà Bibliothèque et Archives nationales. La Sarre l'a demandé, ils ne l'ont pas eu. Mais là, il y a beaucoup de places qui veulent l'avoir en plus des 35 qu'on était. Puis là, en diminuant à 25, je ne sais pas tout ce qui peut arriver dans ça. Pour être agréé aussi, il a fallu qu'on s'équipe d'abord d'avoir une voûte qui correspond aux normes
où on doit maintenir une température qui n'excède pas 18 ou 20 degrés, un degré d'humidité qui ne doit pas être plus haut que temps, puis moins que temps, pour pas que les documents sèchent trop, puis là, ils viennent cassants. Faut que la porte soit en métal pour éviter que le feu... En tout cas, un paquet de choses comme ça. Donc, ça nous prend un paquet de filières. On a investi à peu près 100 000 $ en équipement pour l'agrément. Donc, des filières mobiles qu'on tourne pour qui se tassent pour prendre moins de place possible. On a acheté un lecteur de microfilm, parce qu'il y a encore des choses sur le microfilm. Rien que le lecteur et son imprimante, ça coûte 17 000 $. On a acheté un classeur pour les cartes géographiques. C'est un gros classeur, mais c'est ça de long, parce que les cartes, Fait que ça aussi, c'est assez dispendieux. Fait qu'on a un paquet d'investissements que si on perd notre affaire, on ne saurait plus quoi faire avec. En étant agréé aussi, on devient une sorte de succursale des archives du gouvernement. Ce qui fait qu'à l'occasion, au lieu d'aller à Rouen faire des recherches, vous venez nous voir, puis il y a des choses qu'on peut faire venir de Rouen. Par exemple, à un moment donné, je faisais des recherches sur les années 50 à 60. Justement, puis j'en ai fait aussi pour l'électrification rurale, donc 45 à 50. Mais de 50 à 60, je voulais savoir c'était quoi la vie des gens au Témiscamingue. Alors j'ai fait venir des archives de Rouen, des microfilms du journal La Frontière, de tous ces 10 ans-là. Et à l'époque, La Frontière paraissait 2 fois par semaine. Fait que je me suis farci la lecture de tout ça, puis aller voir ce qui s'était passé au Témiscamingue à cette époque-là. Puis dans le journal La Frontière, à ce moment-là, les gens, je pense qu'ils étaient payés au mot, ceux qui écrivaient. Ce qui fait que des fois, ils nous disaient, monsieur Untel est décédé à Fougerville. Puis là, ils nous disaient les noms des 6 porteurs, le nom des enfants de cœur. Fait que tu retrouves un paquet de choses sur la vie des gens de cette époque-là, tu sais. On voit comment les gens pouvaient vivre. Il y avait beaucoup d'accidents d'auto à cette époque-là, puis beaucoup d'enfants qui mouraient parce qu'ils n'étaient pas attachés. Fait que ça, tu avais tout ça dans ça. Là. Il disait, la famille Untel a perdu, puis ou Madame Untel est allée se faire opérer à Haileybury, est revenue, est en santé. Tu sais, tous les potins de village, on les retrouvait dans La Frontière de l'époque. Fait que c'est des choses qui nous permettent à la Société d'histoire de rendre service aux gens qui font des recherches. Puis des chercheurs, on en reçoit, pas seulement des gens du Témis. Quand Richard Desjardins il a fait son film sur le peuple invisible, il a passé presque un mois chez nous à fouiller dans nos archives. Puis dans son film, il y a des extraits d'archives de chez nous qu'on a là. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire des recherches. On a reçu à un moment donné une demande d'un monsieur en France que son grand-père avait vécu quelque temps au Témiscamingue, puis il voulait savoir si on n'avait pas une photo de lui. Mais on ne l'avait pas, là, mais fait que ça venait quand même de loin. Dans notre mission à la Société d'histoire, on est aussi obligé de diffuser l'histoire. Un des moyens qu'on a trouvé, c'est de publier une fois par année notre journal. Ça s'appelle La Minerve. Comme le premier nom de bateau, le Météore, avant de s'appeler le Météore, ça s'appelait La Minerve. Alors chaque année, on publie une revue comme ça qu'on distribue gratuitement à nos membres. Je vous en ai amené ce soir, là, vous pourrez vous en prendre une en passant. C'est la revue de l'an passé. Dans ça, on parle de famille. Évidemment, vous allez avoir le rapport de la Société d'histoire, le rapport de la Maison du Frère Moffett. Mais aussi, comme dans celui-là, on parle de la famille Lachapelle, qui est une famille de Béarn, ça. Et puis, les problèmes que ce monsieur Lachapelle, il avait eu des problèmes de santé, en tout cas. Toute l'histoire de cette famille-là, évidemment, on l'a résumé parce que c'est un livre. Fait qu'on l'a ici avec des photos. On parle de Stephen l'Africain. Tu sais, quand vous en allez entre Fabre et Ville-Marie, il y a le ruisseau l'Africain, dans baie l'Africain. Bon, ben là, on a parlé de sa vie à ce monsieur-là. C'est un noir américain, là, un fils d'esclave,
qui est son père. Lui, sa mère était inuite, son père est fils d'un esclave américain, probablement qui s'était sauvé des États-Unis. Et lui s'est envenu ici, puis il était marié avec une métisse, je ne sais pas de quel endroit, mais, puis il vivait là, au Quai Labé-l'Africain. Fait que dans ça, on retrouve ça. On va parler aussi des choses bien spéciales, comme dans notre revue l'année passée, on parlait des Lacordaire, on parlait des Jeanne d'Arc, on parlait des Chevaliers de Colomb, des filles d'Isabelle. Tu sais, des regroupements sociaux qu'on ne retrouve pas trop aujourd'hui, c'est pas mal tout disparu. Fait qu'on a fait des sujets de conversation. On y met aussi des photos anciennes. On a parlé de la salle Péloquin. C'est une salle de danse qu'il y avait à Ville-Marie quand j'étais plus jeune. Et puis, c'est là qu'on se ramassait le samedi soir ou le dimanche soir pour aller danser avec les orchestres. Dans les années 50, là, il y avait des orchestres du Témiscamingue, mais souvent, ils faisaient venir aussi des orchestres d'ailleurs. Et la particularité de cette salle de danse-là, c'est que, c'était pas marqué dans mes affaires, mais je vais vous le dire, c'est une grande salle faite sur le long, et chaque côté, il y avait des bancs. Dans le milieu, il n'y avait rien. C'était la piste de danse. Fait qu'il y avait des bancs à chaque côté. En arrière, il y avait le vestiaire avec le restaurant et les toilettes. Et l'orchestre dans le fond. Les filles s'assoyaient sur un bord. Les gars s'assoyaient sur l'autre. Là, la musique partait. Les filles ne bougeaient pas. Fait que là, il y en a un qui n'était pas trop gêné. Là, il allait voir, puis il demandait. Mais là, tout le monde le regarde. Si la fille dit non, il faut qu'il vire de bord. Fait que ça demandait beaucoup de courage pour essayer de trouver quelqu'un. Puis il y en a beaucoup qui se sont mariés avec la fin de compte dans ça, là, mais c'était quand même une partie de la vie des gens des années 60. Dans ça, on parle aussi de Philippe Scrive, qui est un sculpteur. Il est né à Ville-Marie. Son père, c'est un Français. Ses parents sont Français, qui sont venus ici au début du 20e siècle. Lui, il est né à Ville-Marie, mais adolescent, il est retourné en France et il est devenu sculpteur. C'est un sculpteur de renommée internationale. Et puis, là, il nous a fait... Si vous passez devant la maison du frère Moffett, vous allez voir un buste en bronze du frère Moffett. C'est lui qui a fait ça. Si vous allez devant l'église à Ville-Marie, en haut des portes, il y a une statue en granit qui a 8 pieds de haut de la Vierge. C'est lui qui a sculpté ça. Donc, on a fait un petit bout de sa vie dans ça. Puis, n'importe qui peut nous envoyer des suggestions à mettre dans la revue. Disons, vous voulez parler de votre famille ou du métier que vous faites, ou que votre père faisait, des choses comme ça. Vous pouvez nous l'envoyer, puis nous autres, on accumule tout ça, puis à un moment donné, on le publie. Évidemment, la revue n'est pas vendue, on la donne à nos membres, mais ça fait quand même 500 quelques personnes qui la reçoivent chaque année. Puis ça va toujours nous faire plaisir de publier vos textes si vous nous en envoyez. Vous pouvez les envoyer par courrier, mais vous pouvez aussi nous envoyer par courriel ou sur notre site Internet. La Société d'histoire, je l'ai dit tout à l'heure, est installée au sous-sol du Palais de justice, mais avant ça, elle est installée à l'École Moffett. Parce que, après que le curé Moreau, le curé Moreau, quand il est mort, il restait là à l'École Moffett. Fait que quand il est mort, on a pris sa chambre pour faire notre local, la Société d'histoire. Mais dans le fond, c'était rien qu'une place pour mettre des boîtes puis les empiler parce qu'on ne faisait pas beaucoup de choses à ce moment-là. Et là, à un moment donné, il a fallu se trouver une place un peu plus grande, puis on a trouvé on aimerait que ça soit ailleurs qu'au sous-sol du Palais de justice, parce que tout à l'heure, quelqu'un me demandait, est-ce que c'est ouvert les fins de semaine? C'est pas ouvert les fins de semaine parce que le Palais de justice, il est fermé, puis en plus, il y a les cellules, fait que des fois, il y a du monde les fins de semaine qui vont dormir là au lieu de dormir chez eux. Là. Mais c'est ouvert tous les jours. C'est plus difficile d'accès pour les personnes à mobilité réduite parce qu'on est dans un sous-sol. Mais éventuellement, on va essayer de se trouver une autre place, mais c'est toujours une question de gros sous. Je vous ai parlé de ça, je vais des fois. Les chercheurs, on a à peu près, en moyenne, je dirais 250 personnes par année qui viennent faire des recherches chez nous. Donc, en moyenne, une personne par jour, si on veut, de journée ouvrable.
Les gens viennent et disent... aussi, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on a un emplacement pour ceux qui font de la recherche de généalogie. On a une bibliothèque avec des dictionnaires généalogiques. On a tous les livres publiés par les municipalités. Fait que là, on a toutes les histoires des gens dans ça. On a des livres sur d'autres villages ailleurs au Québec. Il y en a certains qui sont en Abitibi, mais la plupart sont... Il y en a qui viennent de... Fait que c'est des livres qu'on accumule avec les années. On a aussi la liste des décès... on a la liste des mariages de 1890 jusqu'à 1975-80. On a tous les mariages qui s'est fait au Témiscamingue. Donc, il y a beaucoup de documentation. Puis, il y a aussi un poste de travail informatique où les gens peuvent aller, s'ils veulent fouiller sur Internet pour compléter leurs recherches. Fait, on a puis, on a une autre bibliothèque où ce sont des écrits qui touchent le Témiscamingue. Donc, ça peut être écrit par des gens du Témis ou c'est écrit sur le Témiscamingue. Puis ça, ces livres-là, n'importe qui peut les emprunter comme une bibliothèque publique. Vous arrivez, puis vous prenez le livre, puis je peux-tu l'emprunter chez nous? Oui, tu signes, puis tu t'en vas pour 15 jours, tu nous le rapportes. Puis c'est pas obligé d'être membre de la Société d'histoire pour emprunter un des livres qu'on a là-dessus. Un Témiscamien qui a beaucoup écrit sur l'histoire du Témiscamingue, c'est Marc Riopel. Lui, il est originaire de Lorrainville. D'ailleurs, le livre de Témiscamingue, je pense que c'est lui qui l'a écrit. Puis il a écrit celui de Ville-Marie. Il a écrit celui de beaucoup de paroisses. Lui, c'est un historien professionnel. Puis là, je ne sais pas s'il a changé de vocation. À un moment donné, il nous a appelés puis il nous a dit « Voulez-vous avoir mes affaires? » Nous on dit toujours oui. Ça fait qu'il nous a envoyé toutes ses archives puis sa bibliothèque. Ça fait que là, on a une bibliothèque, il y a à peu près 400 volumes dans ça, que lui se servait pour faire ses recherches en histoire. Donc, on les a, puis c'est à la disponibilité de tous les gens. Nos jeudis de l'histoire, comme ce soir, mais même si c'est mercredi, pour moi c'est un jeudi de l'histoire, on a toujours appelé nos conférences les jeudis de l'histoire parce qu'on les faisait le jeudi. On fait ça depuis 1998, puis on en tient à peu près en moyenne 4 par année. Donc, on a eu 80 conférences ou à peu près qui se sont tenues sur des sujets, autant le flottage du bois, les chantiers, l'agriculture. On a même eu un monsieur qui est venu nous parler des chainsaws. On a eu quelqu'un qui est venu nous parler de l'ancienne prison de Ville-Marie. On a eu aussi sur les bureaux de poste. On a touché à peu près à tout. Et là, on cherche encore des sujets pour pouvoir continuer cette façon de faire, parler aux gens de l'histoire du Témiscamingue. Des fois, on prend des sujets qui sont pas nécessairement reliés. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui vient nous parler de son ancêtre qui est arrivé en Nouvelle-France en 1750. T'sais. Fait que là, il nous compte comment il est arrivé, d'où il venait, puis tous ses descendants. Par exemple, des Tremblay. Il y en a beaucoup de Tremblay sur la terre, mais il n'y a rien qu'un couple de Tremblay qui a fait tout ça. C'est rare parce que la plupart des gens qui arrivent, comme moi, les parents, il y en a 4 parents qui sont arrivés de France, puis ils ont fait chacun une souche. Mais les Tremblay, il n'y en avait rien qu'un. Et puis lui et sa femme, ils ont eu, une 10-15 enfants, puis après ça, ça a déboulé. Là, des Tremblay, il y en a partout, puis des descendants de Tremblay, il y en a partout. Puis si on remonte à peu près 7-8 générations, on est tous parents. On a tous des liens entre nous autres. Parce qu'il était qu'une petite gang, eux autres, hein, fait que ça a eu beaucoup d'enfants, mais quand tu remontes là, tu t'aperçois que sa grand-mère, tu l'as ses deux bords. Puis, fait que c'est les plaisirs de la généalogie. Dans les films, dans les sujets qu'on a traités, évidemment, on a parlé de la déglaciation, donc la période de 200 000 ans, puisqu'on retrouve au centre fossilifère de Notre-Dame du Nord. On a eu le feu de l'église de Ville-Marie. Il y avait une école d'infirmières à Ville-Marie dans les années 30-40. Après ça, c'était une école de garde-malade. La différence entre les deux, c'est qu'une était 3 ans, l'autre c'était 18 mois. Là. Une qui avait une petite barre sur son chapeau, l'autre en avait 2.
Puis, il y a quelqu'un qui était venu nous parler de la vie de leur école de garde-malade, comment c'est enseigné, tout ça. Aussi, on a la maison du frère Moffett, puis un parcours patrimonial qui a été développé pour que les gens puissent visiter à travers Ville-Marie les plus vieilles maisons qui sont, il y en a sur le bord du lac, mais il y en a aussi ailleurs. On a acheté un vélo-taxi, donc le guide pédale pendant que vous êtes assis en arrière, puis il vous raconte ce qui s'est passé à Ville-Marie durant ce temps-là. Donc, c'est des services quand vous pouvez aller visiter la maison du frère Moffett. Elle a été déménagée tellement souvent qu'on se demande encore comment elle n'a pas été. Au départ, elle était bâtie là où est le palais de justice. Ensuite, on l'a déplacée derrière ce qui est la MRC aujourd'hui. Ensuite, on l'a amenée en face du bureau de poste à Ville-Marie, le bureau de poste actuel. Là, c'est le motel qui est là, donc c'était là. Ensuite, on l'a amenée en arrière de l'école Moffett, puis là, on l'a déménagée là où elle est présentement. Puis à chaque fois, mais là, on a mis, là 2 ans, on a mis un bon 100 000 pour la rénover parce que là, elle commençait à être pas mal montré son âge. La généalogie, j'en ai parlé. Le membership, cette année, on avait 545 membres. Ça varie entre 525 et 575 membres qu'on a chaque année. Les gens payent 15 $ pour devenir membre de la société. Un couple, c'est 20. Nous autres, évidemment, ça nous fait des sous pour survivre. Mais rien que publier ça puis l'envoyer à personne, ça nous coûte 6 $. Ça fait que sur le 15 $, il ne nous reste plus grand-chose, mais au moins, les gens, puis en plus, on est généreux, il y a un reçu de fin d'impôt en bout de ligne. Fait que le membership, ça nous sert, évidemment, à nous acquérir des sous, mais ça sert aussi à sensibiliser des gens. Puis plus on a de membres, plus les gens sont sensibles au fait de ne pas détruire la documentation. Souvent, on voit, puis je l'ai vu dans ma famille, quand quelqu'un meurt, bon, là, on s'assied autour de la table, on commence les photos. T'en veux-tu, t'en veux pas, poubelle. Tu sais, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Des fois, il y a des lettres, il y a des contrats de mariage, des contrats. J'ai vu des contrats où le père se donne à ses enfants, mais c'est une expression, là. Les vieux se donnaient à leurs enfants. Et quand ils vieillissaient, dans ce temps-là, il n'y avait pas de foyer pour les placer. Ça fait que le père disait à un de ses fils, « Je te laisse la terre, mais tu vas nous garder jusqu'à notre mort. » Mais c'était un contrat notarié qu'il fallait qu'il passe. Puis dans ça, tout était indiqué. J'ai vu, c'était indiqué que le fils devait donner une blague de tabac par semaine à son père. Et il achetait des souliers 2 fois par année. Tout était compris parce que souvent, l'enfant était peut-être ingrat, là, puis il oubliait de bien s'occuper de ses parents. Mais là, avec le contrat, il était un peu plus protégé. Fait que c'est des choses que le membership peut nous amener. Parce que là, les gens vont avoir plus de sensibilité à conserver ça, puis à nous les apporter. Peut-être que ça n'a pas d'intérêt pour l'histoire du Témiscamingue. À ce moment-là, on va leur dire, cette photo-là, on en a 200 pareilles. Tu sais? Parce que les gens, des photos autour de la table, en soupant, tout le monde en a. Si tu ne sais pas c'est qui est autour de la table, ça ne nous donne pas grand-chose parce qu'on en a des pareils. Mais si tu dis, bien là, c'est le député qui était là, puis on va l'écrire, puis là, on les conserve parce que là, il y a quelqu'un de connu dans le portrait. Des fois, on va avoir un tracteur. Bien là, on va le prendre parce que c'est un vieux tracteur. Bien, il était neuf quand il l'a acheté, mais c'était un vieux tracteur. Puis, on n'a plus de photos de ça. Donc, tu sais, quand on va vouloir faire des recherches ou faire publier des choses, bien là, on va s'en servir. Fait que c'est comme ça qu'en sensibilisant les gens. On a demandé au salon funéraire de dire aux personnes quand ils viennent pour les services funéraires, dis au monde de ne pas jeter. Tu sais. Fait que, mais le meilleur moyen encore de passer nos messages, c'est via nos membres.
Puis des membres, on en a, pas seulement au Témiscamingue, on a des gens qui sont membres il y en a qui ont déjà resté au Témiscamingue, mais il y en a qui n'ont jamais resté au Témiscamingue, mais ils aiment ça l'histoire, ça fait qu'ils nous envoient le 15$, puis ils ont leur revue, puis tout ça. Des livres, on en a publié, ça fait partie de la mission de la Société d'histoire aussi, de publier des livres sur l'histoire de Témiscamingue. Là, j'en ai apporté quelques-uns ce soir là, pour vous les montrer. Évidemment, il y a celui-là que je vous ai dit, là, on le fait à chaque année, puis vous pourrez vous en prendre chacun en partant. Ici, on a un, c'est sur les robes noires. J'étais à la mode, les robes noires, mais c'est l'histoire des prêtres, des missionnaires qui ont travaillé au Témiscamingue. Ça a été fait, ça, c'était Marc Riopel. Non, c'est pas marqué. Oui, c'est Marc Riopel. Donc, le livre, c'est la Société d'histoire qui l'a publié. Il est en vente. On vend ça à 5$. Celle-là, ici, c'est l'histoire de tous les bateaux qui ont flotté sur le lac Témiscamingue. Donc, vous avez des dessins, des photos, les mensurations du bateau, quelle force de moteur, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui est survenu. Tu sais, il y a des belles photos dans ça. Qu'est-ce qui est survenu de ces bateaux-là, le Muir, en tout cas, il y a à peu près de tout. Puis, vous avez fait que celle-là, c'est 5$ aussi. Celle-là, c'est une Minerve spéciale, parce que ça s'appelle la Minerve aussi. On l'a fait, ce livre-là, pour le 60e anniversaire de la Société d'histoire. Dans ça, vous avez des choses sur tout ce qui s'est passé dans à peu près toutes les municipalités, incluant Témiscamingue. Puis là, parce qu'il y a eu des nobles là, au Témiscamingue, je viens de voir ça. Il y avait une famille de barons, le baron de Kervin, et qui demeurait au Témiscamingue. C'était des Belges. Le monsieur est arrivé, vous n'êtes pas tanné, comme j'avais dit 20 minutes, mais lui, il est arrivé en 1910-12. Il venait de graduer d'une université en Belgique. Il est arrivé avec son frère comme touriste pour venir faire de la chasse puis de la pêche pendant 1 an. Puis il a décidé de rester au Témiscamingue. Il était agronome. Fait qu'il avait parti une ferme en sortant de Ville-Marie, sur le chemin de Guigue. Là, c'est la ferme des Jardins qui est là maintenant. C'est une ferme expérimentale. Puis il avait bâti une grosse maison, pas un château, mais une grosse maison. Et puis, il s'était marié avec une Belge, puis il l'avait emmené ici. Puis à un moment donné, en 1914, pas longtemps avant que la guerre éclate, il est parti avec sa femme pour aller faire un tour dans sa famille en Belgique. Puis il avait confié, il y avait un comte, le comte de Saint-Laon. Le comte de Saint-Laon, il est resté à Ville-Marie, lui, c'était un Français. Et où qui est le salon funéraire à Ville-Marie, là, la maison, pas la partie neuve, mais la vieille partie, c'est ça que le comte de Saint-Laon avait bâti, ça s'appelle Villa Nouvelle-France. Fait qu'il avait dit au comte, voilà de l'argent pour payer mes taxes, puis parce que lui, le baron, en plus de sa ferme, il y avait un moulin à farine, là où il y a le quai de Ville-Marie aujourd'hui, puis là, on ne sait pas si le comte a échappé l'argent quelque part, mais en tout cas, il n'a pas payé les taxes. Puis à un moment donné, la municipalité elle a écrit au baron pour lui dire si tu ne payes pas, on te saisit. Mais là, on est en 1914, il y a la guerre de l'autre bord. Lui, il est pris dans la guerre. Fait que quand la guerre a été finie, il a voulu revenir, mais il avait perdu sa maison, il avait tout perdu. Là, parce que, une petite histoire en passant qu'on retrouve dans celui-là. Puis le dernier qu'on a publié, celui-là, je l'ai fait il a été publié l'année passée, c'est sur les noms de rues, de cantons, de villages, tous les noms qu'on peut retrouver au Témiscamingue. Si je prends Témis, ça c'est Ville-Marie. Bon, c'est sûr qu'il y a des noms que c'est facile. Le nom de la montagne, on sait pourquoi que la rue s'appelle la rue de la montagne, là. Mais la rue Outlook, la rue Ryan, c'était qui, M. Ryan?
Ici, il y en a qui savent c'est qui, mais de moins en moins. Donc, il y a toujours un petit texte sur l'histoire des gens qui ont les noms. Fait que ça, c'est la toponymie. C'est tout. Pourquoi Témiscamingue, ça s'appelle Témiscamingue? À l'origine, ça ne devait pas s'appeler Témiscamingue, ça devait s'appeler Kippawa. Mais ils n'ont pas aimé ça, fait qu'ils ont écrit au gouvernement pour dire « change le nom ». Fait que c'est des choses de même qu'on retrouve dans les livres que la Société publie. Si vous avez des questions, ça fait le tour un peu de la mission de la Société d'histoire, puis comment on opère.